Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au management, mais pas à n'importe quel management. Quand le management devient toxique, quand il vous empoisonne la vie, lorsqu'il vous déstabilise, lorsqu'il vous pousse presque à la démission. On va en parler à travers deux ouvrages, un en particulier qui traite de cette question, Toxic Management, écrit par Thibaut Brière, qui est notre invité, qui est déjà venu sur notre plateau. Alors le sous-titre donne un peu froid dans le dos, c'est le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise. Il vient de sortir chez Robert Laffont, et il décrit, alors vous avez donné un autre nom à l'entreprise pour des raisons évidemment juridiques, mais il décrit votre expérience comme philosophe en entreprise. Oui, c'est ça, Arnaud. J'ai eu une position privilégiée, j'ai eu la chance que n'ont pas tous les salariés, de pouvoir à la fois fréquenter le conseil d'administration, connaître de près et en privé les différents membres du conseil d'administration. Le grand patron. Le grand Manitou, et puis en même temps les salariés. J'ai formé des centaines de salariés, de managers, pour leur inculquer la philosophie maison. La philosophie maison, que vous avez même rédigée, puisqu'on vous le patron, le grand Manitou, vous lui donnez plusieurs noms d'ailleurs, pour ne pas dire ce gourou de secte, vous a demandé d'écrire un livre qui sera un peu le pensum, la manière de penser dans l'entreprise. On va y revenir avec vous. Et puis, à vos côtés, Élise Fabing. Bonjour Élise. Bonjour, Ravi de vous accueillir. Avocate en droit du travail, avec ce livre qui est passionnant, parce que vous me disiez en préparant l'émission que vous étiez très sollicité dans certaines grandes entreprises, un manuel contre le harcèlement au travail. Vous êtes l'avocate qui donne des conseils sur les comptes, #balance. Donc vous faites un peu trembler les grandes entreprises et les moyennes d'ailleurs. Livre très frais, très agréable, puisque c'est un livre très didactique sur les étapes à suivre et les étapes à ne pas manquer. Il y a un lien assez fort entre votre présence à travers ces deux livres se font écho évidemment, parce que souvent les salariés qui viennent vous voir, ce sont des personnes qui sont passées à la moulinette d'entreprises comme celle dans laquelle vous avez travaillé. Moi, j'ai lu des passages qui sont assez dingues, des moments où vous racontez que vous co-animez une conférence avec lui, il vous demande d'être là, il vous dit parlez de la boîte, alors que vous n'êtes pas du tout le patron de l'entreprise, et lui, vous décrivez par le menu l'espèce de vision chamanique, ésotérique, sur la vision du bonheur, et vous racontez, vous faites un peu d'humour dans ce bouquin, même si c'est tragique, vous dites on pourrait en rire, sauf que le problème c'est qu'en face de lui il a des PDG, il a des décideurs, il a des grands patrons, et il leur vend du rêve. Ça c'est ce qu'il fait à l'extérieur, et il le fait à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez vu dans le regard des salariés? Vous avez vu quoi? De la stupéfaction, à un moment donné où ils se sont dit on se révolte, puis à un moment donné où on se dit on se plie, on accepte les règles. Comment ça s'est vécu dans l'entreprise? Non, j'ai d'abord vu de l'admiration. De l'admiration des salariés subjugués, des salariés qui n'avaient pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de répondre déjà. Ils sont toujours dedans là. Qui sont toujours dedans, mais ensuite d'anciens salariés, beaucoup d'anciens salariés sont venus me parler et me dire qu'ils avaient eu le sentiment de se réveiller quelques mois, quelques années après être sortis de l'entreprise. Et ce sentiment de se réveiller, ça fait partie des choses qui m'ont alerté. Et voilà, donc il y a beaucoup de salariés qui sont subjugués, admiratifs, ils sont ce que j'appelle en situation de domination symbolique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argumentation, la capacité à conceptualiser qui leur permettrait de mettre à jour ce dispositif, mais en fait, on ne va pas se mentir, la plupart des salariés ne sont pas dupes et ils en rient. Et l'une des manières pour eux de préserver leur santé mentale, c'est de la distanciation par l'humour. Ils se traitent, ils reprennent les termes de l'entreprise. Exactement, et ils se moquent en fait, ils s'auto-moquent et ils prennent beaucoup de distance parce que ça les rend fous. Oui. Vous dites, je dois avouer que je suis souvent étonné par la qualité des idées émises par l'homme que je sers. Alors prenez-vous aussi beaucoup de distance en vous moquant de lui. Vous l'appelez pas le grand Manitou là, mais vous l'appelez le père fondateur, parce qu'à plusieurs reprises vous l'appelez le père fondateur. Et il est ce soir-là à l'école des mines. Il répète son laïus habituel adossé à des diapositives, et vous dites, il déroule un exposé assez fortement centré sur sa personne en piochant dans le bric-à-brac intellectuel qui lui sert de doctrine. Enfin, il a quand même du charisme. Enfin, il faut quand même, et vous l'évoquez dans le livre, on nous parle plus. Il faut des collaborateurs engagés, charismatiques. Il est très charismatique cet homme. C'est un leader. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un leader, et un leader libérateur, comme on dit, quelqu'un qui a du charisme et qui permet justement le mécanisme d'emprise en entreprise. S'il n'avait pas ce charisme, s'il n'avait pas le réseau qui est le sien, s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, il impressionnerait moins. Et du coup, il peut tout se permettre. Et ce qui a permis il y a eu un moment de bascule où en fait, il y a eu un sentiment d'impunité.
où, eh bien, je le raconte également dans le livre, il en est venu, on en parlera, à classer les salariés en 3 catégories. Mais ce phénomène Ils rentrent d'emprise... dans une parano, il faut les classer, il faut savoir ce qu'ils veulent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils regardent. Enfin, c'est du renseignement presque policier. Hein. Oui, mais dans son esprit, c'est du bon management. Il s'agit de se renseigner finalement sur qui et comment, quels sont les salariés qu'il faut garder. Et donc, on a besoin de récolter un maximum de données, d'informations sur les salariés. Au risque d'être hors la loi, il faut le préciser quand même. Hein. Ils sont fins, donc la plupart du temps, ils ne sont pas hors la loi parce qu'ils n'établissent pas, notamment, ils sont tout à fait conscients des enjeux de RGPD, ils n'établissent pas de liste formelle, etc. Et ça paraît très peu le fait qu'ils classent, qu'ils demandent aux gens de classer. En revanche, le fait de demander aux gens de se classer eux-mêmes, ça, c'est pas interdit par la loi. Ça, c'est interdit par la loi. Ce que décrit Thibaut Brière dans son livre, et qui est son expérience, parce que ça démarre par votre expérience, puis on chemine avec vous jusqu'au moment où les choses vont basculer, où vous allez prendre aussi vous-même du recul. Ce sont des clients qui vous arrivent mais démolis, excusez-moi de le dire comme ça. Bien sûr. Moi, j'ai des clients qui sont passés par le mode essoreuse de la machine à laver. Et c'est un mécanisme relativement fréquent. On a beaucoup de chefs d'entreprise charismatiques qui essayent d'inculquer une doctrine à leurs salariés, et c'est ce que j'appelle du harcèlement systémique en réalité. Parce que l'entreprise met en place une organisation qui demande une adhésion totale du salarié et qui est souvent peu respectueuse de la vie privée aussi. Et je pense notamment à certaines start-up qui ont mis en place des ambiances. J'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps, une ambiance pornographique à laquelle il fallait adhérer. On regarde des images, on regarde des films. Des films à la pause déjeuner, des objets pornographiques sur le lieu d'entreprise. Je pense aussi... Ça vient de la personnalité quand même de celui qui fonde la start-up. Évidemment. Et c'était une start-up de la communication, comme on dit. Je pense aussi à une grosse entreprise qui, il n'y a pas longtemps, a été épinglée parce qu'un listing des salariés, donc tu parles Thibaut, toi, de liste de centres d'intérêt de salariés, mais il y a une entreprise qui s'est fait attraper il n'y a pas longtemps, qui avait cité syndicalistes, féministes, des critères comme ça. Ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Condamnable, mais ça existe, le fichage syndical. Bien sûr, et c'est toujours en vigueur. Et ça va extrêmement loin dans les sphères de la vie privée des salariés. Mais il y a un sujet que vous évoquez, parce que vous élargissez le spectre au-delà de la sphère de votre expérience. Vous parlez de Google, évidemment, qui est le fer de lance. Vous dites finalement l'entreprise aujourd'hui n'est plus là pour donner un salaire aux collaborateurs, voire de les épanouir. Non, l'entreprise, elle est là pour retirer les croyances qu'elles avaient aux salariés pour leur donner d'autres croyances. Et vous citez d'autres très grandes entreprises, très connues, qui sont au CAC 40, qui ont pour objectif finalement de transformer le monde, de changer le monde. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elles dépassent les croyances et les religions. Oui, l'entreprise se constitue à bien des égards, effectivement, en concurrente aujourd'hui aux grandes religions. Donc il faut Google, inculquer des nouvelles croyances. Aujourd'hui, on parle de management par les valeurs. Il faut adhérer à la mission. Et on dit qu'il faut des gens alignés, effectivement, Facebook, et qui s'en donnent les moyens concrets, avec de très gros moyens financiers derrière. Et notamment, il y a une idéologie très forte de la transparence. Et ce qu'a dit Élise tout à l'heure est important, là, sur l'idéologie, sur l'atmosphère pornographique qu'il y avait dans cette start-up. Dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, eh bien, le patron il dit que les individus doivent être comme dans un camp de nudistes. Il s'agit de... et donc c'est une nouvelle idéologie, c'est de nouvelles croyances qu'il s'agit progressivement d'inculquer aux salariés, à savoir qu'ils doivent se vivre dans l'entreprise dans un état de transparence totale, ne rien avoir à cacher, de sorte que lors de chaque réunion mensuelle, dans chaque business unit, ils doivent être capables de faire leur autocritique devant leur pairs, d'avouer ce qu'ils ont mal fait au cours du mois écoulé, bien fait. Et donc cette notion de transparence, de nudité réciproque est très importante. On ne l'a pas précisé, mais l'entreprise dans laquelle vous avez mis les pieds et qui fait que ce livre existe aujourd'hui, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Et vous faites une allusion assez longue d'ailleurs à cette directrice juridique qui a été réprimandée en votre présence, puisque vous apparteniez au comité de direction, pendant 25 minutes. Oui.
on l'a réprimandée parce qu'elle avait donné un ordre ou j'allais dire presque un conseil à une collaboratrice, et ça lui a été reproché pendant 20 minutes. Oui, parce que aider, c'est dingue. manipuler. Aider, selon l'idéologie corporate, aider, c'est manipuler. C'est-à-dire que si tu aides, c'est tu fais à la place d'eux. Tu ne dois pas faire à la place d'eux, tu dois laisser l'autre faire, apprendre de ses erreurs, etc. Et donc, effectivement, elle s'est fait réprimander comme ça. J'ai également vu des chercheurs qui étaient venus enquêter sur l'entreprise. Ils ont dit des choses qui ne plaisaient pas complètement. Et donc, des chercheurs se faire engueuler comme des petits-enfants en réunion pendant 1h30. On allait chercher la petite bête en remontant sur pourquoi ils avaient écrit ça et qu'est-ce que ça voulait dire d'eux-mêmes, de leur psychologie, etc. Enfin, parfois, vous avez le sentiment d'assister à des scènes lunaires et qui, par bien des aspects, moi, j'ai trouvé grotesque. Alors moi, j'ai jamais eu à le subir personnellement, puisque moi, j'ai toujours été très bien traité en fait dans cette entreprise. En revanche, ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais jamais cru voir en fait dans une entreprise. On le rend joue. Là, je me tourne vers l'avocate. Ça se rend joue ce que nous décrit Thibaut Brière. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, je suis dans ce type d'entreprise où on me demande globalement d'oublier tout ce que je suis, je perds ma personnalité, on me demande de suivre un livre que vous allez écrire d'ailleurs, qui est une sorte de petit livre rouge, c'est les règles de l'entreprise, ce sont les règles de vie. Ça se range dans quoi? C'est du harcèlement, ça? Oui, pour moi, c'est du harcèlement. Après, le nerf de la guerre dans les dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Donc évidemment, il faut constituer des preuves, il faut susciter les cris, il faut enregistrer depuis une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Mais ce que j'observe dans ce Donc on peut enregistrer dans ces cas-là? Bien sûr. La conférence du grand patron? Bien sûr, quand c'est dans un but proportionné et légitime, que c'est pour se défendre et qu'on n'a pas d'autre moyen d'obtenir une preuve, oui, on peut enregistrer, il faut le faire. Et c'est un arrêt du 25 novembre dernier de la Cour de cassation. On se souvient des enregistrements dans l'affaire Bettencourt qui avait suscité un débat juridique. Bien sûr, mais là, à partir du moment où c'est proportionné et légitime, ça a été accepté par la Cour de cassation côté employeur, donc à contrario côté salarié, je pense que ça ne devrait pas te poser de problème. En tout cas, moi, je l'ai produit. C'est intéressant comme précision. L'employeur peut vous enregistrer parce qu'il considère que les propos que vous tenez sont déplacés. Bien sûr. Et pourra les fournir à la Cour, justifiant une insulte ou des propos... Alors, il faut que ce soit proportionné, qu'il n'y ait pas d'autre moyen légal d'obtenir la preuve. Mais dans le type d'entreprise décrit par Thibaut, moi, ce que j'observe quand les salariés, quand ça se passe mal, quand un salarié se rebelle, parce que c'est ça, en fait. Il y a un moment, il y a beaucoup de déni. J'ai des salariés qui viennent me voir et tout le monde baisse la tête, qui sont pas prêts et qui ne savent pas de quoi ils sont victimes. Et parfois, ils reviennent me voir 6 mois après en me disant, j'ai réfléchi, en fait, vous avez raison, je suis victime de harcèlement et je suis prêt. Mais en fait, c'est un vrai drame personnel parce que comme on leur demande d'adhérer à un projet à la fois professionnel et personnel... C'est comme s'ils se coupaient de leur famille, puisqu'on va y venir. C'est exactement ça. Et de leur croyance. Et donc, ils se retrouvent complètement perdus avec plus aucun cercle social. Parce que souvent, ce sont des entreprises qui encouragent les amitiés, voire les couples, au sein de l'entreprise. Donc, qui se retrouvent complètement orphelins. Et c'est une double trahison, à la fois professionnelle et personnelle. Et elle est extrêmement douloureuse. Je voulais vous demander, vous, à quel moment ça bascule pour vous? À quel moment, parce que ce livre est un cheminement aussi pour vous, c'est-à-dire vous sortez de l'entreprise à un moment donné, mais à quel moment, à l'intérieur de l'entreprise, j'ai lu, c'est vers la fin du livre, alors espionner les salariés, on l'évoquait, puis il y a aussi l'idée qu'il va vous faire monter en grade. Quand il sent que vous commencez, il vous dit, mais je vais vous nommer responsable du réseau. C'est quoi là? Vous y voyez déjà aussi une manipulation? C'est assez classique, on vous fait monter d'un échelon parce qu'on se dit comme ça, on va le faire taire. C'est assez classique dans l'entreprise, ça. Ça me paraît suspect, mais je laisse sa chance au produit. J'ai vraiment essayé d'aller le plus loin possible, d'aller le plus loin possible dans la confiance, dans ce qu'on me disait, dans la bienveillance à l'égard de mon objet. Donc vous dites d'accord? Oui. Donc je dis, allons voir. Effectivement, vous me dites, et en plus, quand on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est pour changer des choses. Et je me dis, j'ai aucune raison, sur le fond, de ne pas contribuer à changer des choses, puisque ce patron dit qu'il veut changer les choses, et donc j'ai pas de raison de ne pas le croire. Et à un moment, ce qui a été le basculement, c'est l'irruption, effectivement, de cette classification des salariés en 3 catégories. Premier choc. Et deuxième choc, c'est lorsqu'une responsable RH, après avoir été, de mon point de vue,
maltraité en interne et avoir été licencié. Vous l'avez constaté? Oui. Continue d'essayer de protester de sa bonne foi, d'adhérer même après. Continue à m'aimer, quoi. Oui, aimez-moi. Exactement, parce que le déchirement narcissique, je ne sais pas, ou en termes de valeur, de dire mais attendez, je continue d'être l'une des vôtres. Et là, je me suis dit... On la chasse, mais elle revient. Il y a cette idée-là. Oui. Elle est chassée de l'entreprise. Mais elle dit, je suis encore là. Mais je suis là. Encore avec vous. Ah oui. Enfin, c'est une violence terrible, ça, psychologique. C'est terrible, mais c'est le syndrome aussi de la bonne élève. C'est hyper classique. On est dans une société qui prône le culte de la performance, de la réussite professionnelle, et être malheureux au travail, être viré, c'est... une énorme blessure pour les salariés. Et surtout, là, tu parles d'une cadre, ce sont souvent des gens qui ont des parcours à la fois scolaires et professionnels qui sont sans accroc. C'est le premier caillou dans la chaussure. C'est ça. Moi, je vois des clients qui sont détruits. Irréprochables tout le temps, puis voilà. là, tout d'un coup, c'est le... Et c'est leur construction sociale et personnelle qui s'effondre. Et moi, j'ai des clients qui ont fait de l'hôpital psychiatrique, qui ont mis des mois à s'en sortir, parce qu'à un moment, le corps lâche. Et il faut savoir s'écouter, détecter. Et c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser sur ces problématiques. Parce que... D'où les burn-out, d'où les maladies psychiques. Les maladies psychiques professionnelles, les syndromes dépressifs réactionnels. Parce qu'ils viennent heurter finalement notre conscience, ce que l'on met à l'intérieur de nous-mêmes, avec des règles qui sont parfois absurdes, mais auxquelles les salariés doivent se plier. On est bien d'accord, Thibaut Brière, c'est bien ça. Oui. À quel moment vous avez cet échange? Et à quel moment, on voit bien que vous prenez petit à petit du recul, que vous observez, vous redonnez la chance au produit. Ça bascule quand on classe les salariés en 3 catégories. Là, vous dites, il y a même une phrase que vous citez, vous dites, ils disent, on est un peu comme une agence de la NSA. La NSA, c'est l'agence de renseignement américaine. C'est hallucinant. C'est-à-dire quoi? Ils font du renseignement, ils vont chercher sur les mails, comment ils font? Il y a plusieurs dispositifs, effectivement. Il y a des réseaux de salariés organisés pour essayer de trouver des informations par domaine, dans le domaine RH, dans le domaine de la gestion, dans le domaine commercial. Des taupes, eux, effectivement, ils ne se visent pas comme ça. Eux, ils trouvent que c'est des pairs, vaut mieux que ce soit des pairs qui contrôlent des pairs, plutôt que ce soit le supérieur qui contrôle des subordonnés. Donc ils sont dans une logique de contrôle social. Les pairs contrôlent les pairs, et donc tous les mois, ces pairs produisent une revue, en fait, un état des lieux de leur business unit, savoir, voilà, un tel sur tel aspect, voilà ses résultats, il en est à tel niveau dans le suivi de tel indicateur. Donc il y a d'abord ces réseaux de salariés qui sont organisés. Et puis, il y a également, on demande aux formateurs, dans le domaine du savoir-être, de faire des débriefs après les formations, des rapports secrets à la direction sur qui a dit quoi, qui est dans la philosophie d'entreprise, qui ne l'est pas. C'est extrêmement surprenant. J'ai beaucoup travaillé sur la scientologie. Ce que vous décrivez là, c'est aussi les méthodologies de scientologues, c'est-à-dire toujours le binôme, travailler à 2, chacun surveille. Il y a quand même un rapport assez sectaire. Les salariés quittent l'entreprise, il y a un gros turnover où ils restent, où ils acceptent finalement cet univers qu'on leur a fabriqué clé en main. Alors ça, c'est un point intéressant, c'est qu'en de nombreuses années dans cette entreprise, je ne suis jamais parvenu à obtenir le taux de turnover. Donc on ne sait pas. En revanche, je savais ce qu'il fallait dire à l'extérieur. Et vis-à-vis de l'extérieur, le discours qui est raconté, c'est « nous avons un turnover dans la moyenne de ce qui se fait dans les entreprises de notre secteur ». Donc je ne peux pas vous le dire. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait une assez forte rotation, notamment au niveau des managers. Mais au niveau des salariés, j'ai plutôt observé une fidélité, je crois, essentiellement parce qu'ils se trouvent en domination symbolique. Je donne la parole à Élise Fabing, mais juste un mot. On parle souvent des managers, ce qui est un mot assez impropre, ça veut tout dire et rien dire. Dans le livre, vous nous décrivez finalement le grand patron. C'est bien ça, hein, le grand Manitou, c'est le grand patron. Les managers, les cadres intermédiaires, justement, comment ils font? Ils sont obligés d'ingurgiter l'espèce de doxa qu'on leur fait manger comme la bouillie, quoi. Oui, ils sont des relais, ce qui suppose qu'ils l'aient bien compris d'abord, et donc ils passaient de manière obligatoire dans les formations que j'animais, au cours desquelles était dispensée la philosophie maison, la philosophie corporate. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'était quoi la philosophie corporate d'ailleurs? Alors d'abord, aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont un onglet sur leur site internet, notre philosophie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est assumé, c'est nouveau. Avant, on parlait de culture d'entreprise, maintenant on dit notre philosophie. Et donc à quoi elle ressemblait? Eh bien, c'était effectivement déhiérarchisation. Maintenant, chez nous, le pouvoir est aboli, donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Les syndicats n'exercent plus ce rôle de contre-pouvoir. On est dans une logique constructive. Il n'y a qu'une société de pairs, nous sommes tous égaux. Et on doit se vivre comme dans un camp de nudistes, une société de
totale transparence. Et une religion de substitution, parce que s'il y a aussi cette idée quand même chez le patron qui fait ses grands discours d'inventer une nouvelle forme de religion dont le centre de gravité serait l'entreprise. La suite de tout cela, pour vous qui êtes avocate, comment on accompagne ces clients et est-ce qu'on gagne en justice? Parce qu'une fois que vous avez déclaré cela, c'est du déclaratif, ensuite l'avocate, il faut qu'elle ensuite, face à une cour, elle apporte des éléments. Elle y est sensible, la cour, ou c'est compliqué sur des clients qui vous disent je suis à bout, j'ai vécu ça, et ensuite la cour dit mais j'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments? Juridiquement, je parle. Juridiquement. Alors, déjà, il y a un vrai problème d'accès à la justice sociale en France. Parce qu'on a quand même 30% des salariés qui s'estiment victimes d'agissements hostiles au cours de leur carrière. Et il y a moins de 1500 demandes au titre du harcèlement moral par an devant les conseils de prud'homme en France. Donc, c'est rien. Ça fait 8 millions de salariés. Moins de 1500 requêtes. Au bout de la moulée, c'est quelques gouttes au bout. Voilà, donc c'est rien du tout. Ce qui est important, et c'est le nerf de la guerre, c'est de se préparer en amont, donc de préparer son dossier. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et puis il y a un phénomène qui, à mon avis, est essentiel, c'est la libération de la parole des victimes. Parce que c'est encore trop tabou dans notre société d'être victime de violences au travail. On en parle extrêmement peu, d'ailleurs on le voit, les candidats à la présidentielle ne se sont pas emparés de ce sujet. Alors que 8 millions de personnes en souffrance au travail, 32% des femmes qui souffrent d'agissements sexuels, d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel au cours de leur carrière, c'est absolument hallucinant. Les chiffres sont déments. On a une montée en puissance des arrêts maladie. Et pourtant, on nous vend l'entreprise merveilleuse. Il y a pas de cette petite musique de le bien-être. Bien sûr. Et puis, on doit être heureux au boulot. On doit s'épanouir, etc. Sauf qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour protéger les salariés. Donc oui, c'est... Alors, il faut savoir quand même qu'en justice, devant le conseil de prud'homme, une demande sur deux au titre du harcèlement moral est jugée recevable. Puis après, il y a souvent l'appel, les juges professionnels. Voilà, les juges professionnels. Et bien là, ça passe souvent mieux. Je trouve que les juridictions sont quand même attentives à ces situations de violence au travail qu'elles commencent à comprendre. Néanmoins, les condamnations restent beaucoup trop faibles. La condamnation moyenne pour un harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 €. C'est rien du tout, c'est absolument pas contraignant. Comparé au préjudice subi par le salarié. Voilà, comparé au préjudice subi. Donc ça nous force à aller sur d'autres terrains indemnitaires pour essayer de gagner un maximum et d'avoir une juste indemnisation de la victime. Mais c'est compliqué. Donc il faut que les lois changent. Et que les présidents, en tout cas les candidats à l'élection présidentielle, s'emparent de ce sujet. Tout à fait. Et fassent des propositions concrètes. Absolument. Vous en êtes sorti comment? Comment ça s'est passé le mano à mano? Alors vous dites que le livre que vous avez écrit, il a fini en vitrine. C'est ça, hein, il finit en vitrine comme une sorte de relique en disant ça c'est presque une Bible, quoi. C'est la Bible de l'entreprise. Comment vous vous en sortez, vous, Thibaut Brière? Parce que ce que vous décrivez avec un peu d'humour parfois, du recul, on voit quand même une sorte d'absurdité, presque une folie. Comment on s'en sort de cela? On est interloqué, on est étonné. On s'en sort mieux en tout cas. On s'en sort, là pour le coup, on s'en sent libéré. Quand vous sortez de l'entreprise? Oui, quand je suis sorti de l'entreprise. Vous l'avez ce mano à mano avec le grand patron à qui vous dites ces 4 vérités? Non, jamais. C'est-à-dire que lors des réunions et du conseil d'administration, l'une de mes fonctions comme philosophe de l'entreprise, c'était de dire aux membres du conseil d'administration les écarts. Mais je vous amenais à dire ça. Vous en parlez au conseil d'administration. J'en parle régulièrement. Vous mettez les choses sur la table. Je lance l'alerte régulièrement sur un certain nombre de sujets en leur disant, écoutez, là, il y a des écarts inacceptables. Là, il y a telle pratique d'un tel, et notamment du président du conseil d'administration, qui me paraît en tout cas en grand écart par rapport à la philosophie d'entreprise officielle. Et puis, alors, je tiens un certain temps. Et puis, à un moment... On vous écoute, c'est tout. Oui, c'est ça, on m'écoute, on me dit « Ah non, Thibaut, on va mettre en place telle chose ». Alors, on me dit, par exemple, des évaluations, un mécanisme d'auto-évaluation qui est censé être anonyme, des salariés évaluant leur manager, dont, en fait, je m'aperçois qu'il ne l'est pas tant que ça, anonyme. Et du coup, on me dit « On a mis des choses en place et, dans un premier temps, je le crois et je ne vais pas vérifier ». Mal m'en prend de ne pas aller vérifier. 2-3 ans après, je m'aperçois qu'en fait, j'ai toujours accès, moi, lorsque je clique aux réponses des différents salariés. Donc le manager voit ce que dit son collaborateur et donc là, je commence à me dire que l'a priori de confiance, l'a priori de bienveillance, en fait, confine à la naïveté et qu'il n'est pas totalement exclu que je me fasse instrumentaliser. D'accord. Et à ce moment-là, donc, vous décidez de rompre votre contrat.
à ce moment-là, non, je commence à dire, je vais parler encore plus librement, je commence à publier des tribunes, un peu dans la presse, sur l'importance de la libération de la parole, sur des généralités sur l'importance d'une libération de la parole dans les entreprises, et puis à un moment, ça échaude les dirigeants qui choisissent de se séparer de moi et de me licencier pour insuffisance professionnelle. Ah, pour insuffisance professionnelle, sans que jamais vous ayez eu un dernier entretien. Jamais d'explication sur le fond, alors même qu'effectivement, quelques mois auparavant, j'avais fait relire au père fondateur un article que je projetais d'écrire. Vous l'appelez toujours père fondateur, c'est avec humour ou c'est parce que c'est ancré en vous ce mot père fondateur ? Eh bien pour les deux, à la fois parce que c'est réel, et puis parce que c'est vraiment le père fondateur, comme un père dans une communauté monastique, c'est le référent, la figure tutélaire vers laquelle les uns et les autres se tournent quand il s'agit de savoir comment il faut bien se conduire. Avant de nous quitter, 3 catégories de salariés, vous ne nous avez pas décrit, on les classait dans quelle petite boîte ces salariés ? Oui, alors... C'est ma partie préférée. Oui, c'est ça, parce que c'est l'avocate, il y a forcément qui... Vous ne l'avez pas évoqué précisément. Alors c'est extrait du livre de la jungle. Le salarié modèle, c'est le phoque. Le phoque, lui, parce qu'il est dans la nudité, il joue avec son corps, c'est Kotick. Darzi, j'ai un doute sur le nom du phoque dans le livre de la jungle. En tout cas, il est libre, il est dans une totale transparence, le phoque. Ensuite, il y avait les ours. Les ours, c'est les gros balourds, ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement, ils se laissent un peu balancer d'un côté ou de l'autre. Les ours, ça c'est la masse des salariés. Il y avait un certain nombre de phoques. Et puis, les salariés, enfin la case dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la case des serpents. Les serpents, ça c'est les salariés rusés. Ce sont les salariés qui donnent l'impression d'être dans la transparence, mais qui en fait n'en font pas moins par ailleurs. Ils cultivent une forme d'opacité qui en fait s'appelle, pour les juristes, la vie privée. Mais ça, c'est cultiver une forme d'opacité et donc c'est ne pas être totalement corporel. C'est-à-dire de ne pas tout raconter de ce que l'on fait, week-end, vacances, de vivre, d'avoir un espace à soi. Ce qui est bien légitime. Hein, oui, y compris professionnellement. Bien sûr. Donc on vous a rangé dans la catégorie des serpents à un moment donné. Alors jamais pendant que j'y étais. Jamais. Moi, je n'ai jamais eu d'explication où à un moment on m'aurait classé dans la catégorie des serpents. Vraiment, moi personnellement, je n'ai pas eu à souffrir de Donc de les ce que je managers découvre. avaient cette nomenclature. Oui. Et on pouvait passer du serpent à l'ours ou on était à vie classé dans cette catégorie animalière ? Théoriquement, on pouvait passer de la catégorie serpent à ours. Dans les faits, le père fondateur dit que 4 fois sur 5, en fait, on ne peut pas, on n'y arrive pas, parce que c'est culturellement ancré en vous depuis votre enfance. Et donc, vous êtes un serpent, c'est comme ça. Et donc, il est plus économique pour l'entreprise, plutôt que d'opérer un travail de transformation sur vous, il est plus économique de faire en sorte que vous préfériez de vous-même, librement, grâce à vos pairs, de quitter l'entreprise. C'est une question sérieuse, il n'y avait pas d'humour dans ma question. Est-ce que vous avez réfléchi à même contacter la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les sectes ? Est-ce que cette question vous a traversé l'esprit ? Oui. Telle la façon dont vous nous décrivez la boîte ? Elle m'a traversé l'esprit, effectivement, mais je n'ai pris le courage de le faire qu'une fois sorti de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais philosophe de l'entreprise, j'étais payé pour dire les choses avec franc-parler. En revanche, j'étais toujours tenu à un devoir de loyauté. Et par rapport à ce devoir de loyauté, on n'est jamais complètement à l'aise en tant que salarié. Et donc, ce n'est qu'une fois, j'ai fait un signalement auprès de la MIVILUD, en effet. Vous l'avez fait. C'est très intéressant parce que vous décrivez quand même les éléments stratégiques de la mise en place d'une secte, typiquement d'une secte. Là, cette fois-ci en entreprise, mais il y a eu d'autres exemples de sectes en entreprise. Élise Fabigne, juste avant de nous quitter, un petit conseil, parce que vous dites, les candidats doivent s'emparer de ce sujet, les souffrances au travail, et notamment dans du management dangereux, toxique. C'est quoi le conseil principal que vous donnez aux salariés aujourd'hui pour qu'ils puissent réagir ? C'est en amont, dès qu'on sent que ça ne va pas, déjà de s'écouter, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni de ce qui leur arrive. Ensuite, de monter un dossier, donc de susciter les cris, de rassembler un maximum de preuves, de faire des copies d'écran ou de se transférer les mails pour avoir quelque chose, que je vois trop de salariés qui se font virer avec une mise à pied et ils n'ont rien et on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc se préparer en amont et ne pas rester seul, penser à l'arrêt maladie. À un moment, il faut prendre du recul, il faut prendre soin de soi. Et il y a trop de drames qui concernent la vie professionnelle. Pour ne pas arriver au burn-out ou à une tentative de suicide. Parce qu'il arrive parfois aussi que des salariés aillent jusqu'à tirer la sonnette, qui ne veulent pas forcément se suicider, mais font une tentative qui est un acte évidemment très très grave.
Merci Thibaut Brière d'être venu avec votre livre sous le bras, Toxic Manager. Lisez-le. Alors évidemment, tous les noms ont été changés, cela va sans dire, mais l'entreprise telle que vous la décrivez, c'est votre expérience de ce management toxique. Merci d'être venu. Manuel contre le harcèlement au travail chez La Maison Hachette, écrit par Élise Fabing, qui est, vous l'aurez compris, très investie, très engagée auprès de ses clients, et puis d'une manière sociétale d'ailleurs, sur cette question de, pas du bien-être, mais de faire en sorte qu'on soit épanoui et heureux au travail. Oui, dans des conditions normales. Pour un monde du travail plus juste, parce qu'on n'aura pas une société meilleure sans cela. Oui, c'est vrai, il faut se méfier des notions de bien-être. Tout ça, c'est très, très subjectif. Là, je me tourne vers le philosophe, évidemment. Plus d'esprit critique. Voilà, un peu plus d'esprit. Et le droit à sa vie privée qui est fondamental. On ne le dira jamais assez. Merci à vous deux d'être venus. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on va parler de la féminisation des emplois. Tiens, ça, c'est un vrai sujet qui intéresse les avocats, mais pas seulement. C'est tout de suite.